Juste quelques mots pour vous indiquer, bien comme d'habitude, que ce programme de conférence est initié par la ville de Metz avec l'association Mirabel LNE. Et pour vous indiquer que ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale, puisque nous avons donné une carte blanche à la directrice de l'Institut européen d'écologie, Anne-Hélène Despois, sur le thème qu'elle souhaitait traiter, sur les intervenants qu'elle souhaitait inviter. Alors je la laisserai présenter elle-même les intervenants. Vous avez ici Pascal Tanner à ma gauche et Mathieu Bagard à ma droite. Elle va vous indiquer de quoi il s'agit. Je vais juste vous donner des indications sur les conférences à venir en fait. Alors, la semaine prochaine, puisque c'est le 1er novembre, nous n'avons pas de conférence. La semaine d'après, il y a un décalage au niveau de la soirée, puisque ce ne sera pas un mardi soir, souvenez-vous-en bien, ce ne sera pas un mardi soir, mais un mercredi soir. Et nous allons accueillir Luc Chrétien, qui est chef de la division environnement du département, alors je vais raccourcir, c'est le CEREMA à Metz, et il va vous présenter un projet très intéressant, puisque j'ai le plaisir de vous indiquer que je l'ai su aujourd'hui, nous avons été retenus par le CEREMA au niveau national pour figurer sur une plaquette parmi les projets les plus innovants qui ont lieu actuellement au niveau national. Donc Metz est à nouveau retenu pour son projet innovant sur les recherches que nous allons mener. C'est une étude qui va durer 1 an en partenariat avec Metz Métropole. Et le CEREMA va mener cette étude sur les arbres, le rôle, les différents rôles que peuvent avoir les arbres dans une ville. Ce sera complètement global avec des savoirs croisés. Voilà, donc ça répondra à la question quels arbres il faut planter maintenant pour que la ville soit vivable et durable d'ici 30, 40 ou 50 ans. Voilà. Et le mardi 14 novembre, nous accueillons un invité extrêmement prestigieux puisqu'il s'agit de Francis Allais, qui va vous donner un autre éclairage sur les arbres, à savoir comment les arbres communiquent entre eux, quelles sont les dernières découvertes sur la sensibilité des arbres. Et ça, c'est tout à fait fascinant, et c'est un autre volet, ça n'a rien à voir avec ce que va vous présenter Luc Chrétien. Voilà, je suis très heureuse d'accueillir Anne-Hélène Despois. J'ai un peu fait patienter le public, et je vais te passer la parole tout de suite pour présenter les intervenants. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et donc, nous avons vu déjà les dernières séances avec des interventions vraiment tout à fait intéressantes. Ce que je vous propose ce soir, c'est de laisser la parole bien évidemment aux experts qui m'entourent et donc qui vont travailler au fond à vous donner des résultats tout à fait positifs et intéressants de ce qu'on peut faire, en particulier en relation aussi avec les industriels sur les renaturalisations de sites. Donc j'ai, alors à ma gauche ou à ma droite, suivant qu'on est en face, donc, j'ai Mathieu Bagard. Donc Mathieu Bagard, maître de conférence donc, à l'UMR 7618, donc Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Il fait partie de l'équipe Interaction Plantes-Environnement, Faculté des sciences et technologies, Université de Paris-Créteil. Et donc il rejoint un peu cette bonne ville de Metz. Et c'est vraiment tout à fait intéressant parce qu'il va pouvoir vous faire partager en fait ses expériences sur donc, des milieux naturalisés en milieu urbain. Ensuite, à ma gauche, qui est à votre droite, j'ai donc Pascal Tanner, donc, qui en fait est passionné de nature et de géologie, qui a poursuivi des études à l'université de Nancy jusqu'au doctorat dans le laboratoire de géologie sédimentaire. Et donc c'est géologie, tout ce qui se tourne autour de la nature et de l'environnement et de la renaturalisation des zones humides en particulier l'intéresse, mais pas seulement. Et donc en fait, il pourra vous montrer aussi des exemples de ce que l'on peut faire. Donc je ne vais pas prolonger plus avant, je vais leur laisser la parole. Et donc je crois que c'est vous qui démarrez, il me semble, ou c'est vous? Non, c'est toi.
Et donc, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, Pascal Tanner, je vais faire juste un complément de présentation. Donc, effectivement, je suis géologue universitaire. J'ai travaillé 30 ans dans les carrières en tant que professionnel, donc dans les granulats, dont les 15 dernières années essentiellement en matière de réaménagement. Voilà. Donc voilà, d'où ma présence aujourd'hui sur ce thème. Donc là, le sujet thématique de la semaine de ces derniers jours, c'était la nature en ville. Donc on va partir de la nature en ville pour aller de la ville à la campagne, avec un simple rappel sur le constat des zones humides. Et puis ensuite, je vais illustrer avec quelques exemples de sites réaménagés. Donc, et puis j'ai fait, je suis amateur de photos et de montage vidéo, donc j'ai fait 2 petits films sur 2 sites de carrière qui présentent une espèce emblématique, le grand-duc, et puis après une espèce beaucoup plus courante, nicheuse, tous les 2 nicheuses en carrière, donc la moitrilleuse. Un petit rappel, souvent, je ne sais pas si tout le monde a en tête, mais globalement, les surfaces agricoles, c'est 50% du territoire français, qui sont impactées par l'activité industrielle agricole ou avec une disparition de plus de 70% des haies à l'heure actuelle, donc ça représente 1,4 million de kilomètres. Pour donner une idée, je crois que tous les ans, on détruit un linéaire qui représente le périmètre de la Terre, des 40 000 km. Les surfaces urbaines, j'ai pris 15%, ça varie, mais c'est globalement des surfaces très imperméabilisées, où il n'y a plus beaucoup de nature. Voilà. Les surfaces forestières, qui sont un peu plus naturelles, on va dire, encore qu'il y a une forte activité anthropique liée à la chasse, où environ 30 millions d'animaux sont tués, et avec un impact fort sur ce milieu. Et enfin, les 5 autres pourcents, qui sont beaucoup de milieux aquatiques, rivières, lacs, et puis les côtes littorales. Donc là, on a une richesse plus importante. Donc on voit que dans tout ça, les milieux encore naturels, c'est certainement moins de 10%, quoi. Alors, la nature, donc juste toujours dans les constats, jusqu'en 2000, on a une construction des villes qui s'est faite, avec une augmentation des surfaces urbaines très conséquente. Et puis, aujourd'hui, on est arrivé à 80% de la concentration des habitants qui est en ville. Donc ça, c'est un premier constat. Donc depuis 2000, forcément, on est arrivé à une réflexion d'un besoin de mieux vivre, donc d'un développement de l'écologie urbaine. Donc j'ai pris quelques exemples, la mise en valeur des parcs, la renaturation des rivières, certains plus anciens comme le plan d'eau de Metz ou le bras vert de Nancy qui est assez récent. Et enfin des zones naturelles urbaines, j'ai pris beaucoup d'exemples alsaciens parce que c'est eux qui ont le plus grande expérience. Vous avez la zone naturelle de Lillewald, 1855 hectares, donc on voit quand même c'est des surfaces qui parlent. Et sur Strasbourg, vous avez trois grandes zones, Robertzow, 500 hectares, le Neuhof, 750 hectares, et le Rorschol, 300 hectares. C'est donc des forêts alluviales rhénanes, donc préservées. Et enfin, depuis un peu dans toutes les villes, on voit l'apparition des jardins partagés, donc un besoin de renaturation dans les villes. Donc je ne vais pas développer plus puisque ça a été déjà développé, c'est juste un petit rappel. Alors de la ville à la campagne, il n'y a quand même pas parce que l'humain s'est approprié tout le milieu naturel qui est disponible pour se nourrir, se loger, se reposer, donc on a occupé tout l'espace. Les réflexions, donc j'ai fait un parallèle sur la nature en ville, ça a commencé fin des années 90, donc on va dire une vingtaine d'années. Et la même démarche s'est faite puisque là je vais maintenant partir sur les carrières, la renaturation des carrières a été abordée de façon très sérieuse en France en 98. Donc on voit qu'on arrive à également une vingtaine d'années. Avec la problématique des sablières, dont je vais prendre quelques exemples.
Voilà, alors je citerai Jean-Claude Lefebvre, qui a beaucoup parlé sur les carrières, hein, qui est donc, du Muséum d'histoire naturelle, professeur émérite, qui a parlé du rôle des carrières. Donc c'est un ouvrage à lire sur les carrières, le rôle de la biodiversité et le fonctionnement des hydrosystèmes. Donc je ne vais pas développer tous ces thèmes, je vais juste prendre l'aspect biodiversité. Alors toutefois, je fais juste un petit rappel. Donc les projets de carrière aujourd'hui sont majoritairement développés sur des zones de culture. Donc des milieux dépourvus de biodiversité aujourd'hui. Le constat qui est malheureux, c'est qu'elle est détruite. Les zones humides ont été intégralement emblayées. Et puis, je crois que c'était l'objet de la dernière conférence, la contamination des sols par les produits chimiques, tous les intrants que l'on a et qui ont un impact aujourd'hui sur la santé. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Quand on parle des zones humides, le constat est identique partout. 2/3 des zones humides disparues sur la planète. En France, on a exactement les mêmes chiffres. Liés pour une petite partie à l'urbanisation, donc jusqu'en 1950, qui était surfacique. Les grandes infrastructures qui ont été jusqu'en 1980, les routes, les voies ferrées, les TGV, les aménagements hydrauliques. Et enfin, et c'est surtout là le gros, c'est l'agriculture intensive depuis 1950, qui a donc détruit 90% des zones humides et qui est à l'origine de la disparition, pour faire simple, de 26% des espèces d'oiseaux en France. À comparer le chiffre qui est donné sur la planète, on est à 11% pour l'ensemble des autres pays. Donc on est quand même un pays très où on voit le rôle de l'impact sur l'agriculture, enfin de l'homme sur le milieu rural. Alors, la petite flèche. Donc là, je vais illustrer quelques exemples de sites. Donc vue du ciel, c'est toujours pareil, ça c'est donc des trous de gravière. Hein. Si ce n'est que les exploitants, donc depuis 20 ans, ont retravaillé énormément sur leur site et ont renaturalisé. Bon, il y a des réaménagements qui ont été faits. Alors les enjeux sont essentiellement sur les linéaires de berges. Là, si on prend le premier plan d'eau, il y a les petits dessins d'oiseaux. On voit que les berges sont totalement végétalisées, avec des présences de roselières et des haies partout. Si on avait une carte un peu plus grande, on verrait que toutes les surfaces agricoles, il n'y a plus de haies et certainement plus de zones humides avec des roseaux. Ce qui fait que sur ce site-là, là c'est Bandière, à côté de Pont-à-Mousson, vous avez plusieurs espèces nicheuses comme la picrièche, l'écorcheur, le busard des roseaux, le blanc-genin, les rousserolles turdoïdes, donc des espèces quand même emblématiques de milieux intéressants et entre autres de milieux humides. Alors la démarche de l'exploitant sur ce site, qui est un site remarquable, c'est qu'il y a une démarche qui réfléchit en association avec une association qui est ici le COL, qui est le maître d'œuvre du réaménagement, des suivis. Donc pour donner quelques points, l'importance des haies avec la composition des haies, donc recréer des linéaires, puisqu'aujourd'hui en milieu rural, les linéaires disparaissent très rapidement. Donc globalement, les seuls endroits où on crée du linéaire de haies, c'est dans les carrières. Des aménagements spécifiques pour le petit gravelot, qui est une espèce emblématique des carrières parce qu'il se plaît naturellement sur les gravières. Donc c'est de pérenniser leur habitat. Des îlots qui ont été aménagés, donc dès qu'on fait un îlot, très rapidement il est colonisé soit par les anatidés, soit par les laridés. Donc ici c'était une option pour... actuellement c'est un projet qui est en cours, hein, donc de l'exploitant. Donc pour dire qu'il y a après la fin de la carrière, il y a des aménagements qui peuvent se continuer au-delà de la vie de la carrière. Donc c'est intéressant. Et puis le rôle des roselières, bon, là on le sait, un certain nombre de limnicoles et puis d'espèces emblématiques. Là il y a quand même 3 espèces intéressantes qui sont présentes et nicheuses sur cette roselière. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, si après vous avez des questions, vous pouvez me demander. Alors voilà donc quelques photos de ces espèces qu'on ne voit pas tous les jours, hein. Je pense que vous ne les voyez pas souvent. Donc le petit gravelot, là c'est un petit accouplement, la rousserolle en dessous, turdoïde, le blanc-genin, donc la famille des hérons,
le busard des roseaux, donc, qui est nicheur depuis peu, et puis la pique lièche, qui adore les milieux ouverts. Hein. Donc il lui faut des haies avec des milieux ouverts. Donc à la campagne, on ne la voit plus puisqu'il n'y a plus de haies. Il y a bien des milieux ouverts, mais plus de haies, et plutôt prairie que champ. Donc un autre exemple, qui est donc une gravière au sud de Nancy, à Velles-sur-Moselle. Donc on voit bien même avec des plans d'eau qui sont anciens, comme le site du Haut-Saucy, qui a des formes rectangulaires. L'exploitant a repris une partie des berges, enfin en tout cas un linéaire pour redonner des formes différentes, et puis surtout des créations de presqu'îles et d'îlots qui ont un rôle important puisque du coup les laridés y trouvent donc un endroit pour nidifier, parce que beaucoup d'espèces ont un problème de nidification du fait de l'anthropisation des milieux. Et donc là, on a une colonie importante de mouettes. Donc le site est suivi par Patrice, qui est au fond de la salle, Patrice Costa, et c'est devenu un site refuge LPO, refuge, puisqu'on a une des plus grosses colonies nicheuses de la région. Un autre exemple, plus proche d'ici, donc à Lutz, où là, ce sont des îlots qui ont été aménagés plutôt pour les anatidés, donc les canards. On a donc la bernache qui est venue s'installer. Là, vous avez une nidification, entre autres de la bernache du Canada, et puis là, vous avez la petite nurserie de petits à gauche. Voilà. Et puis, sur ce site qui est terminé aujourd'hui, des aménagements ont été faits en 2017 donc pour un biais de rétention d'eau. Donc on voit tout de suite l'impact avec une création d'une zone humide qui est en cours, qui est en train de s'installer. Et ça a été fait post-exploitation, donc à la demande, pour améliorer le milieu humide. Là, on a un autre exemple, donc Rosières-aux-Salines, donc à 20 km au sud de Nancy. Là, on n'est plus dans un aménagement classique, c'est un remblaiement intégral et donc reconstitution de prairies. Donc sur cette carrière, ils ont remblé une centaine d'hectares et on a la plus grosse colonie de courlis cendrés de la région qui est donc dans ce secteur, et puis une colonie de vanneaux-huppés. C'est quand même intéressant, puisqu'on est dans une des régions, enfin un des secteurs où la surface de prairie est la plus importante. Là, vous avez plusieurs centaines d'hectares de prairies pratiquement en un seul tenant, qui n'existent plus dans la vallée de la Moselle. La vallée de la Moselle, pour mémoire, pour un flou, ça a environ 500 hectares pour tout le département. Là, sur un seul bassin, vous avez à peu près la même surface. Et également sur cette commune, ils ont fait sur des carrières de terrasses un peu plus anciennes, ils ont reconstitué, donc ils sont en train de reboiser ces parcelles. Voilà. Donc on voit qu'on est sur des réaménagements un peu différents. Après, je ne peux pas ne pas vous parler des matières de substitution qui sont les calcaires. Donc on a des milieux secs, avec des habitats particuliers, les falaises. Donc, sur ces falaises, une espèce emblématique a trouvé son compte. Donc, vous avez le grand-duc d'Europe qui est revenu repeupler les plaines, et notamment, il est quasiment présent en plaine que sur les carrières. Donc, je donne quelques exemples que je connais. Malancourt, une ancienne carrière près d'ici. En Meurthe-et-Moselle, dans le secteur de Neuf-Maisons, vous avez Bainville, Mézières, Solier, donc 3 carrières. Voilà. Dans la Meuse, pareil, que des anciennes carrières. Pagny-sur-Meuse, Lérouville, Contrecourt. Après, le cas différent, le Grand-Duc est présent dans son milieu naturel, dans les Vosges, donc là où il trouve les falaises naturelles et donc le milieu est forestier et montagneux qui lui convient. Donc là, un autre exemple, comme parfois l'habitat ne se fait pas, n'a pas toujours les bonnes conditions, là vous avez sur l'une des carrières un exploitant qui a recréé une loge adaptée à la taille du Grand-Duc, parce que c'est quand même un oiseau qui fait 1,90 m d'envergure, donc il a besoin de place. Donc ils ont recréé une grande loge de façon artificielle avec un brise-roche
pour favoriser la nidification du grand-duc qui est présent sur cette carrière. Alors, un autre exemple, là j'en suis à l'origine, on avait sur cette carrière-là, donc dans mon ancienne vie, donc une problématique de chausserie qui était présente dans l'ancienne galerie, et j'avais proposé avant donc, de déposer le dossier d'ouverture de carrière de faire un abri, donc à chausserie, que personne n'avait fait, parce que jusqu'à présent on n'avait pas d'expérience, donc on a eu l'idée de prendre des blocs. Alors, moi j'ai fait de l'espéologienne, et donc j'ai dit je veux faire quelque chose qui ressemble à une grotte. Donc on a refait quelque chose de tout en bloc. Donc là, on ne voit pas, mais on a monté des étages, donc ça fait la galerie fait 2,50 m je pense que j'ai un plan donc de hauteur. Là, le plan d'ensemble, vous avez un petit bonhomme, alors je ne sais pas si c'est pas là. Donc là, l'ensemble fait 5 mètres de haut, donc ça fait, tout est caché, on ne voit plus rien. Là, sur la photo 4, en fait, on est déjà à plus 3 mètres, donc là, on a quand même, pour sécuriser, fait un plafond donc, en béton armé, parce qu'on n'a pas voulu prendre en roche, parce qu'on s'est dit si la roche casse, on ne pourra plus intervenir. Donc on a pris l'option de faire un plafond en béton armé. Donc c'est l'idée, donc on a en fait, moi j'étais partie prenante, je connaissais à l'époque quelqu'un de l'ONF qui était aussi partie prenante, qui avait une expérience de ce qui se passait donc, dans tous les abris militaires, donc dans les casemates. Et puis on a pris évidemment, on s'est rapproché du CEPESC, qui est le spécialiste lorrain, et pour ne pas dire l'un des principaux spécialistes français, qui n'avait jamais fait d'abri artificiel. Donc c'était une grande première pour tout le monde. Alors, donc vous voyez, là on voit, hein, donc il est sur la petite photo numéro 5, donc on est dans la chambre, enfin dans un des couloirs, donc vous voyez la taille. Alors, pour faire cet abri, on a utilisé 500 tonnes de blocs environ. On a utilisé un peu plus de béton que pour faire une maison, donc il y avait plus de 100 mètres cubes de béton, plus de 150 mètres cubes de béton. Et le recouvrement de terre, donc la masse grise qui recouvre au-dessus l'abri, c'était 3000 tonnes de terre pour isoler. Donc tout ça est fait sur une dalle calcaire, donc l'eau est permanente, l'eau ruisselle, même on n'a pas besoin, donc les conditions d'humidité sont à 100% toute l'année, sans intervention de l'homme. Donc c'était un des secrets de la réussite du site. Donc évidemment, l'espèce emblématique qui est présente sur le site, le voilà, c'est le petit rhinolophe. Il y a aussi l'oreillard roux qui est présente, en tout 6 espèces séjournent sur le site. Et donc ce site a été récompensé en 2013 par le premier prix européen de l'Union européenne des producteurs de granuleurs. Donc c'est un concours de développement durable sur la mention biodiversité. Voilà. Donc dans les membres du jury, on ne voit pas bien, mais vous avez le Muséum d'histoire naturelle, IUCN, et puis après d'autres organismes européens. L'abri, vous voyez, sur la photo, j'ai écrit en bas à gauche, abri, donc vous voyez, ça fait une grosse casemate de terre. Aujourd'hui, on ne le voit pas du tout. Il fait quand même 26 mètres de long, 10 mètres de large, donc ça vous donne, il fait 120 mètres carrés. Donc ça vous donne déjà les idées de la taille. Voilà, là les organismes qui ont participé. Enfin, donc il y a d'autres interventions qui sont importantes. Là, sur un site, c'est une démarche intéressante. Ils essayent de lutter contre les plantes invasives, notamment la renouille du Japon, qui peuvent devenir une vraie plaie. Donc l'idée qu'ils ont mis en place sur ce site, c'est de recouvrir avec des récupérations de tapis, hein, donc de bandes transporteuses qui sont sur les installations. Ils recouvrent toute la zone qu'on voit sur la première photo, donc envahie par la renouée, et ils font une coupe trimestrielle. Donc ça commence à donner ses fruits. Hein, voilà. Et je crois que... Alors, donc juste pour résumer un peu, la réflexion qui est amenée par cette profession, c'est donc conscient d'exploiter une ressource naturelle indispensable, l'homme réhabilite les carrières de plus en plus en milieu écologique diversifié et riche.
Alors les carrières deviennent des espaces en devenir. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche récente, donc c'est seulement en train de donner ses fruits. Et certaines carrières donc, sont des réservoirs de biodiversité. Alors conscient de son rôle pour l'avenir de la planète et donc des générations futures, le carrier n'est plus un pilleur de ressources, mais un aménageur responsable d'espaces naturels. Donc voilà un peu ce que je propose. Alors pour conclure, donc, pour protéger la nature, alors je pense, moi je suis partie de gens qui pensent qu'on doit la montrer pour éveiller les consciences et la responsabilité collective, montrer la beauté, et donc les deux films que je vais vous présenter, qui sont deux petits films, sont destinés mon public, c'est essentiellement les enfants. Donc je fais énormément d'interventions dans les écoles, plus que des conférences comme ce soir. En général, mon public habituel, c'est les écoles primaires, voilà. Donc, alors vous nous excuserez pour la qualité, parce qu'on a malheureusement, on n'est pas... Alors...
Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que si vous avez des questions déjà, vous pouvez en poser. Ce que je vois, c'est que ça donne un peu d'espoir parce que on voit qu'il y a des notions de réversibilité, en fait, quand en plus l'exploitant est bien impliqué. Et les résultats, en fait, entre le moment où vous commencez vos aménagements et puis où ça porte ses fruits, il y a un décalage dans le temps, c'est évident. Et quelle est l'obligation de test? Il y a une obligation de résultat ou juste Ah non, il n'y a pas d'obligation. Il y a une obligation de... Après, c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire, c'est pas la préfecture qui est le juge de paix dans tout ça, c'est que si un exploitant travaille mal ou ne donne pas satisfaction, de toute manière, derrière celui qui juge, c'est les riverains, les associations d'environnement, vous avez d'autres observateurs, c'est pas l'État qui contrôle le plus. Aujourd'hui, l'État, il y a donc effectivement un cahier d'échange, mais la plupart des exploitants vont au-delà parce que ça ne suffit plus. Aujourd'hui, la demande sociétale est bien plus forte. Pour qu'un site soit accepté et qu'il y ait une pérennité de ces sites, il faut aller au-delà de ce qui est demandé par l'État. L'État demande bien moins que ce que font un certain nombre d'exploitants. quel est l'intérêt pour l'exploitant d'aller au-delà de... Aujourd'hui, je prends un exemple tout simple en Lorraine. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, la Lorraine n'est pas une région en pleine activité économique, donc il ne va pas s'ouvrir des dizaines de nouvelles carrières. Le souci des exploitants, c'est de pérenniser leurs activités. Et pour pérenniser sur plusieurs dizaines d'années une activité industrielle qui a un impact sur le paysage, vous avez forcément une démarche de développement durable à avoir sur le long terme. Autrement, quand vous déposez un dossier, si vous n'êtes pas crédible, vos dossiers ne passent pas, quoi. Il y a quand même le rôle de la société qui est important. Je ne sais pas si ça répond. Je dois comprendre que du coup, c'est par rebond. Tout à fait. Ah oui. Ah bah. Ils font pression sur. Ils rendent une bonne image à la société pour que la société leur accorde le droit pour qu'ils puissent exploiter à d'autres endroits. Bah, s'ils ont une bonne image, l'État comprend qu'il y a une bonne image, et donc ils ont leurs autorisations plus facilement. S'ils ont une mauvaise image, il y a des exploitants qui sont fait fermer leur site, ou qui n'ont pas de renouvellement de site, parce qu'il y a un tollé, c'est un tollé général, parce que l'exploitant a une image. Il n'y a pas que les problèmes de biodiversité, vous avez aussi les problèmes de transport, les problèmes sur la qualité de l'eau, enfin il y a d'autres. Là j'ai pris que volontairement un aspect, parce qu'autrement j'aurais demandé 2 heures, quand je le prends, si je développe tous les sujets. Mais c'est effectivement. Bon, les industries sont des gens qui sont là pour gagner de l'argent, il n'y a pas de secret. Par contre, aujourd'hui, on a monté le degré d'exigence. En France, on est un des pays où il y a le degré d'exigence le plus fort. Donc ça tire forcément la profession à se soucier de gérer leur patrimoine. D'autres questions? Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Anne-Hélène Desbois qui m'a donné l'occasion de contribuer à ce cycle de conférences sur la nature en ville. Je suis assez content de pouvoir parler ce soir parce que d'une part ça me permet de mettre en lumière certains de mes travaux qui me passionnent et qui m'occupent beaucoup, et puis ça me permet aussi en tant que nouvel arrivant à Metz de connaître un peu mieux, de rencontrer les différents acteurs de l'écologie et des sciences de l'environnement. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord m'excuser pour ceux qui voulaient écouter Mathias Bagard. Donc c'est pas Mathias Bagard, c'est Mathieu Bagard qui va parler ce soir. Il y a une petite coquille dans le programme, mais ça c'est pas très grave. Et puis je voudrais aussi m'excuser pour l'absence de vidéo. Il n'y aura pas de vidéo. Moi je travaille avec les plantes, alors j'ai bien pensé à filmer des plantes pendant des heures et des heures, mais je ne pense pas que ça vous aurait beaucoup intéressé. Donc il n'y aura pas de vidéo, je suis désolé pour ça. Je ne peux pas lutter contre les jolies bestioles. Alors je vais vous parler pas vraiment d'écologie, mais plutôt d'ingénierie écologique. C'est-à-dire comment on met à profit le vivant et les mécanismes du vivant pour modifier le monde par l'ingénierie. Et je vais vous parler en particulier de réhabilitation d'un sol urbain, donc ça c'est le nom du projet pour faire malin qui fait résolu. Mais sinon, plus concrètement, je vais vous parler de phytoremédiation.
Alors, avant de commencer de vous parler de ce projet-là, je voulais vous présenter le laboratoire dans lequel je travaille, qui souffre d'un certain déficit d'image. Il est assez récent, en tout cas son nom est récent dans sa configuration actuelle. Donc c'est l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Il y a beaucoup d'instituts d'écologie, beaucoup de centres d'écologie en France. Par exemple celui de Metz, l'Institut européen d'écologie, dont on partage dans nos cibles 3 lettres. Donc c'est difficile de s'y retrouver parmi tous ces acteurs de la recherche en écologie et en sciences de l'environnement. L'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, c'est un des grands pôles dans ces domaines de recherche en France. C'est une unité mixte de recherche qui regroupe plus de 150 chercheurs répartis dans 15 équipes de recherche sur tout un tas de thématiques. Ce laboratoire c'est une unité mixte puisqu'il y a des tutelles à la fois universitaires, l'Université Paris, Pierre et Marie Curie, l'Université Paris Diderot, l'Université Paris-Est Créteil, et puis il y a aussi 3 tutelles qui sont des instituts de recherche, le CNRS, l'INRA et l'IRD. Les objectifs généraux de notre laboratoire de recherche, c'est, je vais résumer, c'est analyser et modéliser l'organisation et le fonctionnement des systèmes écologiques pour mieux les comprendre évidemment et pour mieux aussi prévoir leur réponse aux changements climatiques et aux différents changements auxquels l'environnement est sujet actuellement, et puis comprendre le fonctionnement, l'évolution, l'organisation des systèmes écologiques. Ça doit aussi permettre d'agir. Donc en résumé, comprendre pour prévoir, mais aussi comprendre pour agir. Les domaines d'expertise de notre laboratoire qui peuvent être reliés à ce cycle de conférences, c'est l'écologie au sens large et puis l'écologie urbaine plus particulièrement, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, l'ingénierie écologique. Et pour recentrer sur mon activité de recherche, parmi les 15 équipes de recherche, moi je fais partie d'une équipe qui s'appelle EcoPhys, pour écophysiologie de la plante sous stress, et on s'intéresse en particulier aux interactions entre les plantes et l'environnement. Comment les plantes répondent à la sécheresse, aux pollutions de l'air, aux pollutions du sol, etc. etc. Alors, maintenant, le projet dont je vais vous parler, donc, qui est un projet de réhabilitation d'une friche urbaine et de phytoremédiation de sols pollués. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans les stratégies actuelles de développement urbain. Ça a été déjà rappelé tout à l'heure. Maintenant, on cherche à limiter l'étalement des villes pour réduire les nombreux effets négatifs de la périurbanisation. Et puis forcément, si on cherche à limiter l'étalement des villes avec pourtant une population urbaine qui augmente, on doit renouveler et densifier le tissu urbain. Et donc dans ce contexte-là, reconvertir les friches urbaines, ça devient un enjeu extrêmement important pour l'aménagement du territoire, pour la démographie, pour l'économie, etc., etc. Alors dans un contexte de rareté foncière, comme c'est le cas dans de nombreuses villes en France, à Paris en particulier, mais à Metz aussi, la reconversion des friches urbaines donne en général, tourne en direction d'options de construction de logements. Vous avez ici au centre l'exemple du quartier de l'amphithéâtre à Metz, qui est en pleine construction, qui va bientôt être livré, j'ai l'impression, ça a bien avancé. Donc c'est le cas typique d'une friche ferroviaire ici, qui a été reconvertie en grand espace de logement, de commerce multifonctionnel, parce qu'il faut loger, c'est un terrain qui a beaucoup de valeur foncière. Mais dans certains cas, lorsque le marché foncier local est peu porteur, ou lorsqu'une collectivité territoriale... Ah, ça fait 5 minutes que personne ne m'entend, c'est ça le message? D'accord. Je recommence. Lorsque le marché local est peu porteur, ou lorsqu'une collectivité territoriale souhaite porter de façon très volontaire un projet d'aménagement spécifique, on peut aller vers autre chose que de la construction de logements, on peut aller vers de l'aménagement d'espaces naturels, voire d'espaces de culture maraîchère ou potagère, y compris en ville. Vous avez l'exemple, par exemple, ici des berges de la Seive, juste avant le quartier de l'amphithéâtre, qui ont été réaménagées avec une volonté justement de renaturaliser et de réamener de la biodiversité. Alors après, je ne connais pas tout à fait bien le contexte local, j'imagine que des critères aussi de risque d'inondation ont joué dans l'aménagement de ce site. C'est quand même un exemple. Alors les friches urbaines sont des paysages qui, à mes yeux, sont très intéressants, ce sont des paysages hybrides.
qui sont sauvages, naturels, mais qui portent aussi la marque de leurs usages passés. Donc il y a une valeur patrimoniale qui est assez forte, attachée à ces friches urbaines. Ce sont aussi des îlots de biodiversité au milieu d'un milieu urbain qui est fortement contraint et contraignant pour les espèces. Donc les friches urbaines, elles peuvent participer à la continuité écologique. On parle souvent de trame verte, de trame bleue, de continuité écologique. La biodiversité peut aussi se propager et avancer par pas japonais, par saut, de friche en friche, de parc en parc. Et les friches urbaines contribuent à cette continuité écologique. Donc se pose la question de l'exposition des publics. Si c'est un espace naturel qu'on aménage, des enfants vont venir jouer et les enfants trouvent en général rien mieux à faire que d'ingérer des sols, et si ces sols sont pollués, ces enfants vont être exposés. Et puis si on fait pousser des plantes potagères sur une friche contaminée, forcément on risque d'avoir une pollution, une contamination de la production de l'urbaculture. Donc voilà le contexte du projet dont je vais vous parler. Alors c'est un projet qui vise à dépolluer un sol urbain pollué, contaminé par des métaux lourds, par des plantes. Donc c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation. Le site expérimental de ce projet, c'est une friche urbaine localisée à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Donc on est à 10 km en amont de Paris, au bord de la Seine. C'est un espace naturel qui fait 8 hectares, qui est situé au bord de la Seine et qui forme une sorte de péninsule entre la Seine et ce qu'on appelle les darses. Les darses, ce sont des bras morts de la Seine qui ont été creusés, ménagés pour faciliter l'accès des péniches et des barges jusqu'à la zone industrielle qui est tout autour de cette friche. Donc c'était une ancienne gravière puisque elle a servi de zone de dépôt à tous les matériaux qui ont été dégagés par le creusement de ces darses. Et puis plus récemment, c'est devenu une décharge à ciel ouvert, une zone d'habitat non autorisée. Et depuis une vingtaine d'années, c'est devenu une friche végétale mixte, alors qui a un certain intérêt puisque c'est une zone à la fois herbacée, arbustive et arborée, assez variée. Si bien que le Conseil général du Val-de-Marne a décidé de racheter cette friche et de la réhabiliter. Et pour faciliter cette réhabilitation, le site a été classé espace naturel sensible en 2012. À partir de cette décision de la collectivité locale de reprendre en main ce site, un état des lieux a été fait. Alors à la fois un état des lieux écologique, mais aussi économique, social, avec un bilan des contraintes réglementaires, une étude de la qualité des sols et de la valeur écologique du site. Et puis une démarche de concertation des habitants pour essayer de mettre en place une démarche participative, de démocratie participative pour la reprise en main du site. Et donc suite à cet état des lieux, un certain nombre d'enjeux ont été identifiés, des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques et des enjeux de gouvernance. Donc voilà les 4 piliers du projet de revalorisation de cet espace naturel. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de ces thématiques-là, déjà je ne saurais pas le faire correctement. Moi, je vais vous parler d'un volet qui est un volet lié à la qualité des sols et à la valeur écologique du site. Suite à l'état des lieux, des bureaux d'études ont été mandatés. Les bureaux d'études ont été mandatés afin d'approfondir le diagnostic écologique du site, et ça a donné lieu en premier lieu à un diagnostic agropédologique qui a montré que sur 6 hectares de la partie sud du site, les sols étaient parfaitement propres. C'était des sols de type avec des dépôts d'alluvions qui étaient parfaitement propres à une culture maraîchère. Par contre, sur les 2 hectares que vous avez ici en gris, on a des sols très remaniés, avec une végétation assez fruste et assez peu développée, qui laissait penser que ces sols-là étaient contaminés. Et effectivement, suite à ce premier diagnostic, une évaluation qualitative des risques sanitaires a été engagée pour l'ensemble du site. Et cette évaluation a montré que la zone nord, les 2 hectares que vous avez ici en rose, donc avec un sol très remanié qui correspondait à des dépôts successifs de gravats, de débris de construction, ces sols très remaniés étaient pollués par des métaux lourds, du plomb, du cadmium et du cuivre en particulier.
Alors, suite à cet état des lieux, à ces différents diagnostics, le projet de réhabilitation du site a eu deux volets. Le premier volet sur la partie non polluée, c'était une reprise en main par les citoyens de cet espace naturel, avec un projet de participation des habitants à la définition et aussi à l'animation du site, et un projet qui a été confié à une association citoyenne qui est la ferme du parc des Meuniers. Pour la partie nord, qui a été fermée, dont l'accès a été interdit au public, la collectivité locale, le département, s'est tourné vers l'université Paris-Est Créteil, qui est implantée localement, pour faire des essais d'ingénierie écologique et de phytoremédiation pour essayer d'envisager des méthodes douces pour régler le problème de pollution des sols. Parce qu'évidemment, une solution lorsque le temps presse et lorsque le site doit être reconverti, c'est d'excaver les sols pollués, de les emmener à l'extérieur en zone périurbaine et puis ramener des zones périurbaines, des sols propres à la culture pour faire des jolis parcs urbains. Donc c'est ce qui se fait souvent, mais c'est évidemment pas ce qu'on souhaitait ici. Alors encore une fois, si on a pu envisager ce genre de projet, c'est parce que la collectivité locale porte un projet de développement écologique et puis que, soyons un peu aussi cyniques malheureusement, le terrain est assez peu porteur du point de vue foncier. C'est une zone un peu enclavée qui n'est pas encore, où le mètre carré ne s'est pas encore envolé. Alors les objectifs de ce projet, c'est d'une part de compléter le diagnostic écologique et puis aussi écotoxicologique du site, puisque jusque-là, tout ce qu'on savait, c'est que dans le sol, on a une pollution, et nous, on voulait aller un peu plus loin et savoir si cette pollution pouvait toucher les organismes vivants. Donc on s'est intéressé en mettant en jeu les différentes compétences qu'on avait autour de nous. On s'est intéressé aux plantes, aux bryophytes, aux mousses, puisqu'on avait des spécialistes de ces bioindicateurs. On s'est intéressé aussi à la macrofaune du sol, en particulier les vers de terre, qui sont de bons indicateurs aussi de la contamination du sol. Et puis grâce à une association d'apiculteurs qui avait des ruches sur le terrain, on s'est intéressé aussi à la contamination du miel. Alors c'est souvent un point qui intéresse beaucoup les gens, puisque une mode de l'apiculture en ce moment, donc je vais évacuer cette partie-là. Alors pourquoi on s'est intéressé à la contamination du miel? On s'est dit que si les ruches étaient positionnées sur un site dont le sol était pollué, cette pollution elle pouvait très bien passer dans la végétation, et puis de la végétation, on pouvait très bien imaginer un transfert de la pollution vers le miel. Alors ça fait beaucoup d'étapes, vous allez me dire. Donc pour vérifier ça, on a poussé un peu le curseur, c'est-à-dire qu'on a utilisé des plantes mellifères, évidemment, mais aussi des plantes phytoextractrices, donc des plantes qui sont particulièrement capables d'extraire les métaux. Donc on s'est mis dans la pire des situations. On a placé les ruches en plein milieu d'une grande parcelle semée de plantes mellifères et phytoextractrices. Donc malgré cette situation qui est la pire envisageable dans un tel contexte, au final, on peut se rassurer, on n'a pas trouvé d'éléments traces métalliques, donc de métaux lourds, dans le miel. Bon, c'est pas complètement surprenant puisque les abeilles prospectent beaucoup, elles prospectent sur plusieurs kilomètres carrés autour du site. Et puis encore une fois, il y a tellement d'étapes entre le sol et le pollen et le miel qu'on pouvait s'attendre à ça. Mais on était content de vérifier ça et de rassurer les producteurs de miel du site quant à la bonne qualité de leurs produits. Alors je ne vais pas m'étendre plus sur le diagnostic écologique, je vais passer tout de suite à la deuxième partie qui porte sur la phytoremédiation en elle-même. Donc là, on va essayer de mettre en jeu des processus biologiques, écologiques, pour dépolluer le terrain, plutôt qu'excaver brutalement. Alors, les questions qu'on s'est posées, c'est évidemment, est-ce qu'on peut envisager réellement la phytoremédiation? Si oui, avec quelles espèces, par quelle méthode, et surtout, en combien de temps? Et puis aussi, ça c'est une démarche qui est souvent mise en place sur des sols pollués. On s'est posé une deuxième question, qui était quel est le potentiel de la végétation locale pour la phytoremédiation des sols? Plutôt qu'implanter des espèces, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la végétation locale pour arriver au résultat attendu? Alors je vais commencer par ça. Alors comment on s'y est pris? On est parti du diagnostic de l'évaluation qualitative des risques sanitaires qui avait mesuré le niveau de pollution dans les sols, et puis sur chacun des points de mesure de la pollution dans le sol, on allait faire un relevé floristique. On a mesuré
le taux, l'abondance relative des différentes espèces sur ces points. Et puis on a essayé de mettre en place des corrélations entre cette abondance et la teneur en polluants dans le sol, sur les différentes espèces qu'on a pu relever. Et il s'est avéré que 2 espèces étaient particulièrement corrélées à la pollution. Comme si ces espèces-là, comme si pour ces espèces-là, la pollution ne posait pas vraiment de problème. Donc c'était le cornouiller sanguin et le solidage qui ont été nos 2 candidats. Et sur ces 2 espèces-là, on a mené des études un peu plus approfondies, c'est-à-dire qu'on a mesuré nous-mêmes la pollution dans le sol avec nos méthodes à nous, et puis on a mesuré la pollution dans les parties racinaires et dans les parties aériennes de ces plantes, pour vérifier si cette plante qui est très abondante sur le site et manifestement tolère plutôt bien la pollution, elle ne serait pas capable de elle-même dépolluer petit à petit le terrain par des fauchages successifs, saison après saison, culture après culture. Alors, les résultats, je ne vais pas vous assommer à coup de tableaux et de chiffres, mais en gros, les résultats, c'est que pour certains des métaux, cette plante pourrait dépolluer petit à petit le sol, en particulier pour le cadmium, qui est un des métaux extrêmement toxiques et très mobile, c'est-à-dire qu'il ne reste pas coincé dans le sol, il est très mobile, il peut très facilement passer dans les organismes vivants. Donc, pour le cadmium, c'est envisageable. Par contre, pour les autres métaux, parce que souvent quand on a affaire à une pollution par des métaux lourds, il n'y a pas qu'un seul métal, on a un mélange, un cocktail de polluants. Et donc pour les autres polluants, la méthode aurait pris des années et des années, et là je suis gentil, c'est plutôt des centaines d'années, voire des milliers d'années avant de passer sous les seuils de pollution. Donc ça c'était un premier point qui disqualifiait un peu cette plante. Et puis le deuxième point, c'est que le solidage, Solidago canadensis, c'est une plante invasive. Il paraît un peu difficile d'envisager d'utiliser une plante invasive, même si c'est pour la bonne cause. Donc on s'est rabattu sur des méthodes un peu plus classiques qui consistent à envisager des cultures végétales implantées pour dépolluer les sols. Donc là on a mis en place des parcelles expérimentales avec un certain nombre d'espèces. Alors, 2 types de plantes ont été étudiées. D'abord les phytoextractrices. Donc là ce sont des plantes qui sont capables d'extraire les métaux du sol pour, si possible, les accumuler dans les parties aériennes, pour qu'ensuite on puisse les faucher et ensuite traiter cette biomasse végétale contaminée comme des déchets faiblement contaminés, pour petit à petit dépolluer les sols. Là, les nombreuses études qui ont été menées sur ce sujet montrent que c'est un groupe particulier, un groupe botanique particulier qui est le plus efficace, sont les brassicacées, ce qu'on appelait avant les crucifères. La moutarde, le colza, etc., etc. Et les 4 plantes qu'on a testées, ce sont 2 espèces de moutarde, la corbeille d'or et l'œillet d'Inde. Et puis, sachant que cette méthode-là est rarement couronnée de succès, on s'est aussi tourné vers d'autres plantes qui sont les phytostabilisatrices. Les phytostabilisatrices sont des plantes, alors c'est un peu moins ambitieux, l'objectif n'est pas d'extraire les métaux, mais comme le nom l'indique, plutôt de stabiliser les métaux pour éviter que les métaux aillent dans les nappes phréatiques ou aillent vers les différents organismes, qu'il y ait un transfert dans les chaînes trophiques, dans les chaînes alimentaires. Et donc là, on s'est intéressé à des herbacées, des poacées, le gazon anglais et le brachypode, qui est une plante pas forcément très connue, mais qui est un modèle très utilisé en laboratoire. Et puis des fabacées qui sont des légumineuses, donc des plantes qui sont très intéressantes puisqu'elles fixent l'azote dans l'air et elles enrichissent le sol en azote. Donc là, on voulait obtenir 2 effets positifs, l'enrichissement du sol et la stabilisation des polluants. Ici aussi, je ne vais pas vous assommer avec les résultats, simplement juste vous donner une idée des analyses qu'on doit mener sur ce genre d'études. D'abord, on est obligé de s'intéresser au sol, évidemment, puisque les métaux ils sont dans le sol et il faut comprendre leur mobilité. Et la mobilité des métaux, comme n'importe quel polluant, c'est multifactoriel et c'est très compliqué à appréhender. Et donc pour ça, il faut faire des analyses physico-chimiques du sol déjà en lui-même, et puis ensuite aller s'intéresser à la mobilité des métaux en dosant différentes fractions. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on a bien caractérisé les métaux dans le sol et leur mobilité, on doit s'intéresser ensuite à la bioaccumulation des métaux dans les plantes, à la fois dans les parties racinaires et dans les parties aériennes, pour vérifier, pour qualifier, quantifier, évaluer l'efficacité du procédé de dépollution qu'on essaye de mettre en place.
Donc ça, c'est deux mots-clés en dépollution par les plantes, en dépollution en général, la mobilité et puis la bioaccumulation. Alors je vais sauter, je suis un peu long là, je vais sauter aux conclusions. Alors d'abord sur le diagnostic écologique du site. Alors là ce que je vous donne, c'est un cas d'étude sur un site qui ne doit pas vous intéresser des masses, puisqu'on est dans le Val-de-Marne, bon, très bien, mais les conclusions dont je vais vous parler, évidemment, ça peut être extrapolé à des friches urbaines qu'on a ici, évidemment. Alors le diagnostic sur la végétation de ce site, c'est qu'on a une végétation caractéristique des friches urbaines, donc ce qu'on appelle les milieux rudéraux, avec des espèces très opportunistes, très agressives du point de vue écologique. Donc une friche à dominante herbacée assez fermée, avec une biodiversité relativement faible. Mais par contre, là je parle un tout petit peu d'écologie, on a trouvé des espèces protégées, donc ça reste un habitat assez riche pour de nombreuses espèces, notamment un criquet, alors je ne suis pas spécialiste, mais le dipote turquoise qui a trouvé son habitat, c'est une espèce protégée qu'on a retrouvée sur ce site. Oui, c'est un criquet, c'est ça. Alors, dans le diagnostic aussi, de nombreuses espèces à caractère envahissant, invasif, ont été relevées, le robinier, la renouée et le solidage. Ensuite, pour ce qui est de la phytoextraction par la végétation locale, je vous ai montré un candidat, le solidage. Je vous ai dit que la phytoextraction, la dépollution du cadmium était envisageable, mais pas pour les autres métaux. Et puis encore une fois, le caractère envahissant de cette plante rend son utilisation un peu discutable. Pour ce qui est de la phytoextraction, donc la possibilité d'extraire les métaux par les plantes, par une végétation cultivée, mise en place sur le terrain, parmi les plantes qu'on a testées, la moutarde blanche s'est montrée une très bonne candidate, avec une très bonne croissance et un transfert satisfaisant. Un transfert, c'est-à-dire que les métaux présents dans le sol étaient transférés de manière satisfaisante vers les parties aériennes pour qu'on puisse faucher et éliminer petit à petit les polluants. Le problème, c'est que la quantité extraite année après année est extrêmement faible du fait d'une faible biodisponibilité des polluants. Et ça, c'est un cas de figure qu'on trouve très très souvent dans les friches urbaines, c'est-à-dire qu'elles sont souvent polluées, mais la mobilité des polluants est très faible du fait des caractéristiques physico-chimiques du sol. Donc d'un côté, c'est pas satisfaisant puisqu'il va être difficile de mettre en place des méthodes de dépollution par les plantes ou par d'autres types d'organismes. D'un autre côté, si on cherche vraiment à être optimiste, on peut se dire aussi que les polluants seront peu mobiles et seront assez peu susceptibles d'être transférés dans les chaînes trophiques, dans les chaînes alimentaires. Donc voilà une conclusion avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors pour vous donner une idée, le cadmium, qui est le polluant le plus mobile, un des plus toxiques et un des plus mobiles, on mettrait 25 ans avec les méthodes qu'on a testées pour passer sous le seuil de pollution. Évidemment, ce n'est pas compatible avec le timing des projets d'urbanisation ou de réaménagement des espaces naturels. Pour le plomb, qui est très peu mobile et très présent dans les sols, c'est plusieurs milliers d'années. Donc c'est assez déprimant comme conclusion. Anne-Hélène parlait de messages positifs, alors je me rends compte que celui-là n'est pas vraiment. Mais la phytostabilisation s'est montrée, elle, beaucoup plus concluante, on va dire, en particulier le gazon anglais, qu'on a tous, pour ceux qui ont un jardin, énormément de jardins, puisque cette plante a montré une capacité de croissance, d'accumulation racinaire et un transfert du sol vers les racines satisfaisant, et puis un transfert faible vers les parties aériennes. Donc là, on a une plante qui est capable de garder la pollution dans le sol. Alors, ce qui n'est pas complètement satisfaisant, parce que la pollution, elle est toujours là. Et si un changement de pratique a lieu, ou si les conditions physico-chimiques du sol sont modifiées pour une raison ou pour une autre dans le temps, la pollution, elle peut être libérée vers les nappes phréatiques ou vers les organismes vivants. Donc, ce n'est pas une solution idéale, mais c'est une solution qui permet de maintenir les polluants dans le sol et de limiter leur mobilité. Et donc, juste pour conclure, je me rends compte que je suis long, nous, ce qu'on préconise sur un site comme la Pierrefitte, le site dont je vous parle, c'est une phytostabilisation assistée ou non, ou naturelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer au mieux le site, si possible avec les espèces végétales en place, de façon à créer des écosystèmes mixtes, en gardant des prairies mixtes, des arbustes, des arbres, pour avoir de la variété,
Et puis essayer de faucher régulièrement pour aller vers une atténuation naturelle de la pollution, qui prendra des années et des années, on en est conscient, mais on ne peut pas obtenir des résultats plus rapides avec des méthodes telles que la phytoremédiation. Alors, encore une fois, ce sont les conclusions d'une étude sur un site particulier. Les conditions physico-chimiques du sol peuvent changer. Dans certains cas, on peut arriver à des résultats beaucoup plus probants. C'est un cas de figure. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur les préconisations, parce qu'après ce sont des spécificités du lieu. Mais voilà les conclusions de notre étude, qui sont parfois déprimantes, mais qui ont aussi des aspects encourageants. Alors, je voulais juste finir par d'autres études qu'on a pu mener sur les cultures associées. C'est des choses qu'on entend beaucoup en agroforesterie, en agroécologie, où on essaie de tirer profit des avantages de différentes cultures. Donc là, par exemple, on a fait pousser ensemble la moutarde brune comme phytoextractrice et puis du chou fourragé comme modèle de plante potagère, même si ce n'est pas une plante potagère, pour essayer de voir si on arrivait à avoir une culture potagère, ici fourragère, une culture non contaminée grâce à la présence d'une phytoextractrice qui poussait à côté. Donc les résultats sont en cours d'exploitation. Et puis pour vous montrer aussi des interventions de collègues sur la macrofaune du sol, ici des collègues qui s'intéressent aux vers de terre, qui sont de très bons bioindicateurs de la pollution du sol. D'autres collègues qui s'intéressent aux dépôts atmosphériques, parce que là je vous ai parlé d'une pollution ancienne du site, mais on a aussi des dépôts atmosphériques de différentes sources, et donc on essaie de comprendre un peu toutes les sources de pollution. Donc là on utilise les mousses comme bio-indicatrices de la pollution de l'air, puisqu'elles n'ont pas de racines, elles sont directement en contact avec l'atmosphère, et donc elles nous permettent elles font office de biocapteurs. Et puis, dans ce genre d'études, on est aussi obligé de s'intéresser à la possibilité de transfert du sol vers l'hydrosystème, donc vers les nappes phréatiques. Et donc là, d'autres collègues se sont intéressés à cette problématique-là. Alors là, de ce côté-là, c'est assez positif, parce que je vous ai parlé d'une mobilité faible des polluants vers les plantes ou vers les organismes vivants, mais cette mobilité, elle est aussi faible vers l'hydrosphère, vers les nappes phréatiques. Donc de ce côté-là, c'est plutôt rassurant. Par contre, en creusant sur un site pollué comme celui-là, on tombe des fois sur des pollutions différentes. Ici, c'est une pollution aux hydrocarbures qui est apparue, donc on a des mauvaises surprises aussi lorsqu'on s'intéresse à des friches urbaines. Là, typiquement, sur ce genre de pollution, les plantes ne pourront pas faire grand-chose, on sera obligé de passer par des bactéries. Donc là, c'est de la bioremédiation avec des méthodes un peu différentes. Et puis, juste pour finir, ce site maintenant, c'est un terrain de jeu expérimental pour nous, et c'est aussi un site atelier pour la formation de nos étudiants. Par exemple, des étudiants de master en ingénierie biologique pour l'environnement interviennent sur ce site régulièrement. Des étudiants aussi de l'école du paysage qui s'intéressent à l'aménagement des sites urbains. Et puis, j'en ai pas parlé, mais c'est un des enjeux de ces projets de recherche, c'est aussi d'essayer de faire participer les citoyens. Donc presque toutes nos actions de recherche étaient menées en concertation avec les citoyens qui animaient la partie non polluée du site, et on essayait le plus possible de les faire intervenir dans notre projet de recherche, comme vous voyez ici, avec un brainstorming portant sur les différentes animations de communication et de valorisation qu'on pouvait mener. Voilà, je vais finir par vous remercier pour votre attention, et je m'excuse d'avoir été un peu long, et si vous avez des questions sur ce projet de phytoremédiation, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Merci à vous.